Au sommaire de ce journal, des appels à la libération des militants de la Lucha se multiplient. Ils ont été arrêtés hier alors qu'ils manifestaient devant le palais du peuple pour dénoncer les 600 jours d'occupation de Bunagana. La société civile et l'opposition ont toutes dénoncé l'acte. Et puis contentieux des législatives, contentieux des résultats des législatives en RDC, début des audiences ce lundi à la Cour constitutionnelle. Environ 2000 cas seront traités. Parmi les requêtes qui vont être analysées au cours de ces audiences figure celle des invalidés de la CENI pour fraude. On parlera également de la Namibie, le pays qui est en deuil. Il a perdu son président de la République. Le militant anti-apartheid est décédé à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de dimanche. Ils ont passé leur première nuit en détention. Les militants de la Lucha manifestaient hier devant l'esplanade du Palais du Peuple pour commémorer les 600 jours d'occupation de Bunagana par le M23 soutenu par le Rwanda. Leur interpellation a été dénoncée par la société civile ainsi que l'opposition. La Lucha elle-même a exigé la libération immédiate et sans condition de ses camarades. Il s'agit de ces 7 camarades dont la Lucha réclame la libération. Bienvenue Matumbo, Crispin Chia, Fred Baouma, Jean-Paul Mwalaba, ainsi que 3 activistes d'autres mouvements citoyens. D'après la Lucha, ils ont été enlevés par des agents présumés de l'ANER, vêtus en tenue civile à Kinshasa et conduits à une destination inconnue à bord d'une Jeep marque Land Cruiser de couleur blanche. Cette situation est intervenue juste après l'appel à la mobilisation organisée par les mouvements citoyens à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa pour commémorer les 600 jours d'occupation de Bunagana par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Pour le mouvement citoyen, son rassemblement avait pour but de témoigner sa solidarité aux compatriotes en proie à l'activisme rebelle du M23 et appeler les autorités congolaises à relancer des offensives militaires contre les agresseurs. La Lucha dénonce vigoureusement l'enlèvement et la détention de ses camarades et dans la foulée, d'autres voix se sont levées pour appeler à la libération des militants pacifistes. Sur son compte X, le défenseur des droits humains Jean-Claude Katende a posté « Le second mandat du président Tshisekedi commence bien. L'ANER a arrêté hier ces militants des mouvements citoyens pour avoir manifesté contre l'occupation de Bunagana. On fait des discours contre le Rwanda, mais quand les mouvements citoyens manifestent contre le Rwanda, on les arrête. Bonjour la contradiction. » L'opposant Martin Fayoulou a lui aussi condamné les arrestations violentes et arbitraires des militants des droits de l'homme et de la société civile. Et après expiration du délai de dépôt de recours, c'est ce lundi 5 février 2024 que démarrent les procès devant la Haute Cour dans le cadre des contentieux des résultats des élections des députés nationaux du 20 décembre 2023 en RDC. Parmi les requêtes qui vont être analysées au cours de ces audiences figurent celle du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, de Colette Tshomba, d'Évariste Bochab, de Singhi Pululu, de Charles Mbutamuntu, de Noël Botakile et de bien d'autres candidats dont les résultats ont été annulés par la CENI. Environ 2000 requêtes ont été réceptionnées par le greffe de la Cour constitutionnelle dans le cadre des contentieux des résultats des législatives. La plupart des regroupements et partis politiques n'ayant pas déposé leur recours au nom des arrangements au sein de leurs familles politiques respectives. Parmi les requêtes qui vont être analysées au cours des audiences de ce lundi 5 février figure celle du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, de Colette Tshomba, d'Évariste Bochab, de Singhi Pululu, de Charles Mbutamuntu, de Noël Botakile et bien d'autres candidats dont les résultats ont été annulés par la CENI pour fraude. Dépités, ces candidats dont les résultats n'ont pas été publiés par la CENI ont saisi le Conseil d'État contre la décision de la centrale électorale qui se trouve être en droit administratif congolais, l'autorité administrative indépendante. Déboutés par la plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC, ces candidats ont décidé de saisir la Cour constitutionnelle pour être rétablis dans leurs droits, une situation qui soulève des questions en droit car, s'agissant des législatives, la Haute Cour n'est compétente que pour statuer sur les contentieux des candidatures et des résultats. Or, ici, on se retrouve ni dans un cas, encore moins dans l'autre.
Après le vote du 20 décembre 2024 et la publication des résultats provisoires par la CENI, les candidats malheureux à la députation nationale avaient 8 jours pour déposer leur recours devant la haute cour. Ce délai a expiré le 21 janvier 2023. L'arrivée du terme étant tombée un dimanche, le greffe de la Cour constitutionnelle l'a étendu au lundi 22 janvier. La haute cour avait donc 7 jours à date de l'expiration du délai des recours pour démarrer l'examen des contentieux des résultats. Calcul fait, c'est en principe le 29 janvier 2024 que la Cour constitutionnelle devrait lancer les procès sur les contestations des résultats de l'élection des députés nationaux à RDC. Pour sa part, la Cour constitutionnelle a 2 mois pour boucler l'examen des contentieux des résultats des législatives, conformément au calendrier réaménagé de la centrale électorale évoqué sous-pras. Cette étape des contentieux qui se clôture le 22 mars. Les résultats définitifs des législatives seront donc rendus publics le 23 mars 2024. Et en politique toujours, l'opposant Franck Diongo a proposé la tenue urgente d'un dialogue inclusif réunissant toutes les partis socio-politiques de la RDC. Un dialogue que devrait superviser l'ONU ou l'Union africaine dans le but de mettre en place une transition en vue d'organiser des élections crédibles, transparentes dans les plus brefs délais. Ce dialogue inclusif devrait impliquer toutes les composantes de participants où toutes les parties auront un statut égal, c'est-à-dire identique et unique. Et dans une déclaration, les membres du regroupement politique Action des Alliés de la Convention et Parti lumumbiste unifié à CEPALU ont pris part à l'élection de Didier Manzenga comme secrétaire général, chef du parti PALU, et tourne ainsi le dos à Willy Makiashi. C'est le vice-président de cette parti, Jean-Claude Batouli, qui a lu cette déclaration peu après le 3e congrès du parti tenu le mercredi dernier. Avons constaté avec regret que nos objectifs, selon l'article 3 de notre acte constitutif, n'ont pas été observés par celui que nous avions choisi comme président de notre regroupement, les camarades de Willy Makiashi. Notre mission primordiale était d'assurer la campagne de notre candidat président de la République, désigné et investi par l'Union sacrée de la nation, chose qui n'a pas été prise en considération par le président du regroupement que nous avons élu. Le président du regroupement, Willy Makiashi, n'a organisé aucune réunion stratégique pour la réélection du chef de l'État, même dans son fief naturel, où on devait obtenir beaucoup de voix en faveur de notre candidat président et de nos candidats députés nationaux et provinciaux. Il a même refusé d'aller accueillir le chef de l'État dans son fief électoral, qui est d'ailleurs sa circonscription naturelle. Ainsi, cette position prise par le président du regroupement n'est pas passée inaperçue et a suscité des frustrations au sein du regroupement ainsi qu'à sa propre famille politique, les PALU. Par conséquent, les PALU, parti membre de l'Union sacrée, du caractère CRD et du regroupement CEPALU, avaient, à l'issue de ce congrès, destitué de ses fonctions les camarades de Willy Makiashi en sa qualité de secrétaire général chef du parti et avait élu et investi à l'unanimité les camarades de Mazenga Bukanzu Didier comme secrétaire général du parti. Les camarades de Willy Makiashi, n'ayant plus mandat de son parti, ne peuvent plus engager ces derniers à l'Union sacrée, au cartel ainsi qu'à notre regroupement à CEPALU. Et après plusieurs réflexions et observations, Guy Loando vient de nommer un nouveau secrétaire général du parti Agissons pour la République. Richard Kamikalele devra assumer désormais ce rôle et redynamiser le parti pour les échéances électorales et d'autres enjeux à venir. C'est une grande joie au siège du parti politique Agissons pour la République, AREP en sigle, de Guy Loando. Les cadres et militants sont contents de la nomination du nouveau secrétaire général du parti, Richard Kamikale Malobo, qui a déjà fait ses preuves au sein de ces partis, membres de l'Union sacrée. Est désigné aux fonctions de secrétaire général du parti, M. Camille Richard Kalele Malobo.
Les militants et cadres ont eu de mots justes pour remercier l'autorité de référence Guy Luando Mboyo pour ce choix judicieux qui va certainement aider le parti à s'implanter sur toute l'étendue du territoire national. Pour Guy Luando, le nouveau secrétaire général a toute sa confiance, ainsi que celle de tous les membres du parti. Nous, on n'a pas besoin des aveugles politiques ici. Nous avons besoin des gens qui connaissent la vision, qui connaissent l'idéologie. Parce que nous devons amener les partis vers son émergence pour que nous puissions nous imposer comme une force politique. Après plusieurs réflexions et observations, il était important pour le parti de se restructurer afin de permettre une implantation sur toute l'étendue du territoire national. Qui est un séminaire d'échange, des rappels à ces élus pour que lorsqu'ils vont aller travailler dans les chambres, ils ne puissent pas s'écarter de l'idéologie et de la vision du parti. Et nous avons associé à ce travail nos cadres du parti, parce que on dit la répétition et la mère des sciences. Rappelons que Richard Camille Calais Malobo a une lourde charge de relever les défis de ce parti qui a du vent en poupe. Compétent et homme des situations difficiles, Camille Richard Calais Malobo a promis de se mettre rapidement au travail pour rencontrer les attentes de Guy Luando, l'un des bras droits du président Félix Tshisekedi. Et puis la dynamique AG Matembo est montée au créneau pour dénoncer les propos calomnieux et diffamatoires utilisés contre le questeur de la CENI AG Matembo Toto au sujet d'une vidéo qui circule sur Internet. Dans une déclaration faite à Kinshasa, cette dynamique a dénoncé avec la dernière énergie ce comportement de certains politiques, dit-elle. Nous, membres de la dynamique AG Matembo Toto, citoyens du monde, avons suivi, comme tous les internautes, une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, l'œuvre malheureusement mal conçue d'un groupe de personnes arborant les couleurs de l'action pour l'unité nationale, AIN en sigle. Après analyse minutieuse du contenu de cette vidéo, qu'il s'agit de la mise en scène d'une pièce de théâtre dont les auteurs seraient des détracteurs politiques en perte de vitesse, considérant en réalité qu'il est question d'un calcul politique pour leur positionnement à l'heure de la redistribution des cartes au nom de la dynamique AG Matembo Toto, citoyens du monde, déclarons nul et non fait le message de ces détracteurs politiques dont les personnes qui se sont affichées avec des visages semblables aux jeunes buveurs des Ododo, mettant à nu leur comportement de l'immoralité caractérisé par des attaques contre les dignes fils du pays. Notre renouvellement du soutien total et majoritaire à M. AG Matembo Toto, en faisant remarquer en ses frères et sœurs katangais qu'il n'est pas seulement un Congolais, mais surtout un citoyen du monde. Et l'actualité en Afrique, c'est cette disparition, le décès du militant anti-apartheid et président namibien Hage Geingob. Il était hospitalisé à Windhoek où il suivait des soins contre un cancer découvert en janvier dernier. Hage Geingob était une figure de l'indépendance de la Namibie. C'est dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux X par les nouveaux chefs d'État par intérim Nangolo Mbumba que le décès du président de la Namibie, Hage Geingob, a été rendu public. Hage Geingob a eu un parcours politique élogieux. Il est né en 1941 au nord du pays à l'époque où l'Afrique du Sud dominait sur les territoires namibiens. Militant anti-apartheid, exilé politique, premier ministre, Hage Geingob a su militer avec dévouement pour l'indépendance de la Namibie. Durant 27 ans passés hors du pays, il a été le représentant sur le continent américain et aux États-Unis du mouvement de libération
SWAPO, aujourd'hui les partis au pouvoir. En 1989, alors qu'il était âgé de 48 ans, il revient enfin en Namibie à la veille de l'indépendance. Il en deviendra le premier ministre, un poste qu'il a occupé pendant 15 ans. En 2014, il est élu président, plébiscité par les électeurs. Malgré un premier mandat entaché par une récession et des allégations de corruption, il est réélu en 2019. Cette année-là, des documents rendus publics par Wikileaks avaient laissé notamment entendre que les responsables gouvernementaux avaient reçu des pots de vin d'une entreprise islandaise qui souhaitait s'assurer l'accès aux ressources halieutiques de la Namibie. L'année 2024 devait être sa dernière à la tête du pays. Une disparition qui ne laisse pas indifférent les dirigeants africains et ont rendu hommage à cette icône politique namibienne. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa considère Hage Geingob comme étant un vétéran de la libération de la Namibie, du colonialisme et de l'apartheid, et aussi comme une grande influence dans la solidarité manifestée par le peuple namibien envers le peuple sud-africain afin que les deux pays puissent être libres aujourd'hui. Pour sa part, le président kenyan William Ruto a salué sur X la mémoire d'un président qui croyait à une Afrique unifiée et défendait fortement la voix et la visibilité du continent sur la scène mondiale. La présidente tanzanienne Samia Suluhu a rendu hommage à un frère cher, un vénérable panafricaniste, tandis que le président somalien Hassan Sheikh Mohamud évoquait une voix respectée par le continent africain et celui du Burundi, Évariste Ndayishimiye, la grande perte d'un leader visionnaire. Et on va terminer en sport. Football, plus que 4 nations à poursuivre l'aventure en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le dernier ticket des demi a été arraché au tir au but par l'Afrique du Sud face au Cap-Vert le samedi 3 février 2024. Les Bafana rejoignent la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Nigeria et la RDC dans le carré d'As. Ça se jouera le mercredi 7 février, 18h Nigeria, Afrique du Sud et 21h RDC Côte d'Ivoire. N'ont plus perdu depuis leur défaite inaugurale face au Mali. Après avoir frappé un énorme coup contre le Maroc en 8e de finale, les hommes du Gobros n'ont pas brillé face au Cap-Vert en quart de finale. Mais leur gardien Rowan Williams a réussi un arrêt décisif pour arracher la prolongation dans les dernières minutes et il a ensuite livré une masterclass durant la séance des tirs au but avec 4 arrêts sur 5 tirs. On aura donc droit à ce Nigeria-Afrique du Sud, grand classique du football africain. Patrick Andrade, et c'est parti. Et c'est encore Rowan Williams qui la qualifie à lui tout seul. L'Afrique du Sud, rendez-vous compte, 4 arrêts. Gardien Yaya Fofana sur un penalty en première période. Puis, elle a de nouveau dû courir derrière le score en étant en plus en infériorité numérique avant d'égaliser à la 90e minute. Par Simon Andiga. Puis Dara se sont ainsi hissés jusqu'en quart de finale sans avoir gagné le moindre match en ayant tout de même sorti l'Égypte, septuple champion d'Afrique au tir au but, en 8e. Ils ont enfin remporté leur premier match dans cette édition grâce à une seconde période de bonne facture contre la Guinée. 3-1 en quart pour renouer avec le demi-finale pour la première fois depuis 2015, tout comme leurs futurs adversaires, les éléphants. L'incroyable coup franc, l'incroyable but, un des buts du tournoi qui va peut-être envoyer la RDC en demi-finale de la CAN. Mercredi 7 février, les demi-finales débutent à 18h, Nigeria, Afrique du Sud, au stade de la Paix à Bouaké, puis à 21h de Kinshasa, la Côte d'Ivoire vont en découdre avec la RDC au stade olympique d'Alassane Ouattara à Abidjan, un remake de la CAN 2015. La CAN RDC était un peu plus forte. On va passer au rappel des principaux titres de ce journal à présent.
Des appels à la libération des militants de la Lucha se multiplient. Ils ont été arrêtés hier alors qu'ils manifestaient devant le palais du peuple pour dénoncer les 600 jours d'occupation de Bunagana. La société civile et l'opposition ont toutes dénoncé l'acte. Et puis contentieux des résultats des législatives en RDC, début des audiences ce lundi à la Cour constitutionnelle. Environ 2000 cas seront traités. Parmi les requêtes qui vont être analysées au cours de ces audiences figure celle des invalidés de la CENI pour fraude. Et la Namibie en deuil, le pays a perdu son président de la République. Le militant anti-apartheid est décédé à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. C'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.